Avant-dernière vidéo pour le chapitre sur le Big Data et NoSQL. Dans cette vidéo, nous allons parler de quelques systèmes NoSQL un petit peu particuliers. Alors déjà, il y a une classification de systèmes NoSQL, ce sont les Search Engines. Et sont typiquement les systèmes, comme le nom l'indique, prévus pour créer des moteurs de recherche. Ils sont classés dans la SGBD NoSQL puisque l'approche est un peu similaire à des outils comme MongoDB, comme des Document Store. Et le but c'est de mettre ça, bon, ça peut être utilisé en tant que système standalone, mais souvent c'est utilisé sur le côté de vos bases de données de production, ou système, pas forcément des bases de données, mais on va en reparler. Et donc voilà, souvent c'est utilisé en renfort pour s'occuper des requêtes de recherche. Typiquement, bon, imaginez vous avez un serveur de base de données qui va gérer les transactions. Et en même temps, imaginons que c'est une plateforme web. Et dessus, sur votre plateforme web, vous avez un moteur de recherche. Alors, souvent quand on utilise les SGBD pour faire les recherches, on avait vu l'indexation full text, il y a moyen de faire des trucs intéressants, mais on n'a pas tous les outils possibles que les Search Engines fournissent, ça on va en reparler, mais aussi la charge de recherche va tomber sur votre serveur qui est peut-être en train de gérer des transactions délicates. Et donc, une première idée, c'est de déporter cette charge vers un autre système, et une seconde idée, c'est offrir des outils supplémentaires. C'est surtout ça qui est intéressant. Et ces outils supplémentaires, typiquement, les expressions régulières, c'est quelque chose qui, dans la plupart des GBD, est possible, mais pas tous. Donc ça, c'est déjà un premier outil pour faire des recherches. L'indexation full text n'est pas toujours disponible. Donc ici, on vient créer les index dans les search engines qui permettent d'accéder aux données de votre SGBD. La recherche géospatiale, c'est aussi un outil qui peut être rajouté, qui est souvent présent mais pas complètement. Mais surtout, et vous voyez, je l'ai bien mis en gros ici, c'est la racialisation. Ça, c'est vraiment un outil clé pour la recherche. J'en avais parlé quand on parlait d'indexation full text, là, donc c'est absent de l'indexation full text. Donc la racialisation, j'ai pris comme exemple, on recherche le mot travail, et ça va retrouver tous les mots qui ont la même racine, donc travaillons, travailler, travaux, et éventuellement aussi des synonymes avec bosser, tâches, etc. Et vous allez pouvoir faire un moteur de recherche efficace avec ça. Il ne faudra pas tester 36 000 mots au niveau de la recherche. La correction orthographique aussi, l'utilisateur a tapé ingénierie, mais il l'a écrit pas correctement, parce que c'est un mot pas facile à écrire. Le système va le corriger, va comprendre ce qu'on veut. Et alors l'autocomplétion aussi. Vous fournir un petit formulaire en champ d'encodage ou en champ de recherche. Dès que l'utilisateur tape quelques lettres, vous envoyez ça à votre Search Engine et il va vous renvoyer les différents. Il va essayer de compléter la chaîne de caractères, faire plusieurs propositions à l'utilisateur. Donc ça aussi c'est un outil très utile au niveau des Search Engines. Et alors la recherche floue. Vous avez écrit en un mot, mais c'est pas tout à fait, un peu mal. C'est un peu comme la correction orthographique, mais c'est un petit peu différent. Vous avez ça aussi comme mécanisme offert, mais vraiment le plus important, c'est la racialisation. Ça, c'est l'outil clé qui est généralement absent ou moins complet vis-à-vis des SGBD. En tout cas, des SGBD dans lesquels il n'y a pas du tout la racialisation sans plugin. En MariaDB MySQL sans plugin, il n'y a pas. PostgreSQL non plus. Voilà. Donc les Search Engines, c'est un gros morceau aussi des systèmes NoSQL. Vous avez la popularité ici, et c'est plus populaire que les bases de données, c'est plus utilisé que les bases de données graphes par exemple, en nombre d'instances. Et le plus connu, c'est Elasticsearch, comme vous pouvez le voir là. C'est écrit en Java. Le principe de fonctionnement, c'est un peu comme Document Store, et c'est basé sur un outil qui est Apache Lucene. Et en plus d'être utilisé comme moteur de recherche, ces techniques-là sont souvent utilisées pour stocker les logs
et de faire de la fouille de log. C'est vraiment avec des batteries de serveurs Elasticsearch, donc ça offre une bonne scalabilité, et c'est souvent utilisé pour de la fouille de log. Donc on dévie un petit peu l'utilité principale, parce que dans ce cas-là, c'est pas forcément raccrocher une base de données relationnelle. Sinon, Splunk c'est un produit ultra payant, mais c'est plus pour l'IoT, et comme produit professionnel propose aussi plein d'outils de reporting, un peu à la Power BI, mais voilà, c'est aussi. Il y a différents outils comme ça qui existent, classés dans les search engines. Le concurrent d'Elasticsearch à la base c'était Solar, donc écrit en Java, basé également sur Apache Lucene. Mais au fil des années, il a perdu en popularité. C'est vraiment Elasticsearch qui est ressorti vainqueur du duel, parce que c'était deux outils concurrents. Et alors dans l'écosystème MySQL MariaDB, oula, je suis en train de barrer les noms, moi. Le plus connu c'est Sphinx, donc qui vient se greffer avec ça en intégrant un moteur de stockage dans MySQL MariaDB. Mais c'est un petit peu moins professionnel, je veux dire, qu'il l'Elasticsearch. Enfin voilà, c'est un paradigme à côté des quatre autres, avec une utilisation bien spécifique. Alors un autre paradigme, c'est les RDF Store pour Resource Description Framework. Ça porte un autre petit nom, c'est les Triple Store ou les Named Graph. Pour les intimes, c'est les RDF Store. Alors c'est pas très connu, c'est pas très utilisé non plus, quoique. C'est un peu particulier, je vais vous prendre un exemple. Donc un RDF Store, l'idée c'est qu'un record c'est un triplet. Où vous avez un sujet, prédicat, objet. Voilà. Donc vous avez ici, ceci c'est le même sujet, avec deux prédicats et les objets correspondant aux prédicats. Voilà, c'est ça. C'est particulier. Alors il y a un langage d'interrogation qui va avec ça. C'est le SparkQL. Peut-être déjà entendu parler. Et ben voilà une requête SparkQL. Donc là, on définit un espace de nom, FOAF, qui est un format en RDF, et ça c'est l'espace des noms du format le plus utilisé. Et là, vous avez la requête. Et donc, on va afficher deux colonnes, name et mbox. Ça, c'est pour dire qu'on prend n'importe quel sujet, on va prendre le prédicat nom et la valeur, donc l'objet, ça ira dans la colonne name. Et on va prendre le prédicat mbox, donc pour le même sujet, et sa valeur ira dans la colonne mailbox. Et donc on voit ici qu'on a le sujet A qui a bien un nom et une mailbox, le sujet C qui a également un nom et une mailbox, mais pas le B. Du coup, il n'y a que le A et le C qui apparaissent ici dans le résultat. En plus, les parseurs SparkQL, certains parseurs SQL vous sortent le résultat direct en forme d'HTML avec des tableaux, etc. C'est un peu particulier comme système. C'est utilisé dans Wikidata, par exemple, c'est un genre d'open data, des bases de données de web sémantique. Voilà, c'est utilisé dans ce domaine-là. Ça fait un peu plus d'une douzaine d'années, je dirais. Donc les gars qui font du web sémantique, moi perso j'en connais pas. Voilà, chacun son truc. Bah voilà, ça c'est un format qu'ils connaissent normalement. Alors donc ici vous l'avez sous forme de tableau, hein. Maintenant la pratique c'est souvent sous forme de gros XML. Et plutôt que d'utiliser du XPath et de l'XSLT, ben les gars ou du XQuery, enfin l'XQuery c'est un peu mort. Les gars utilisent du SparkQL, voilà, qui est un peu un genre de XPath fusionné au XSLT, mais spécifique pour faire de la recherche. Voilà, c'est un domaine très particulier, mais vraiment le web sémantique, c'est là-dedans on retrouve ça, quoi. Sinon, un paradigme qui a vraiment
la cote en ce moment, c'est le time series. Donc en abrégé, c'est les TSDB pour time series database. C'est un des paradigmes les plus récents. Il y en a qui apparaissent et qui disparaissent, mais celui-là, c'est un, je pense, qui va rester longtemps, parce qu'il a vraiment un secteur de niche et dans lequel il excelle. Et c'est typiquement des entrées associées à un eurodatage. Oula, je vais de travers aujourd'hui. Des entrées associées à un eurodatage, donc des relevés de capteurs. Voilà, ça c'est typiquement le secteur d'utilisation de la time series. Donc tous les X, pouf, il y a un capteur qui sort une valeur, et voilà, on l'enregistre dans une time series. C'est fait pour ça, c'est dédié à ça, donc ça serait un peu con d'utiliser autre chose. C'est vraiment là-dedans qu'ils excellent. Et donc ça, je viens de le dire, l'use case le plus courant, c'est les relevés de capteurs en IoT. Et alors, il y a un langage de requête qui va avec ça. Donc typiquement, si vous faites select, voilà, vous avez un capteur de tension et un capteur de courant. Et là, si vous faites select capteur de tension fois capteur de courant, la requête va automatiquement aller sur les mêmes timestamps, multiplier les valeurs de tension et de courant des deux capteurs pour toute une plage de durée commune. Et du coup, vous pourrez définir un beau graphe. Donc le système ira automatiquement chercher, faire les matchs entre les différentes timestamps communs entre les capteurs. Et voilà, en SQL, ça aurait été plus compliqué de faire la requête. Ici, c'est cette simple requête, boum, vous avez la multiplication qui est faite, et vous avez du coup la puissance, dans le cas où on serait en courant continu, qui sera affichée en forme de graphique. Donc c'est vraiment très facile, et c'est vraiment fait pour ça, quoi. Plein d'écriture rapidement, et alors ce mécanisme de requêtage simplifié pour aller rechercher vos valeurs pour faire des graphiques. Ça, ce sont les time series. Ici, vous avez la popularité de time series. On voit que c'est quelque chose qui a été apparu en 2013. Et ça a eu une croissance assez rapide. Et puis ça commence à se stabiliser. Mais ça continue à croître. Ici, la popularité avec InfluxDB comme premier... comment je vais dire, comme référence dans le domaine d'un point de vue popularité. Et il y en a un qui est apparu récemment qui avait vite pris de la place, c'est TimescaleDB. Maintenant, je m'y connais pas beaucoup là-dessus. Voilà, je l'ai jamais vraiment utilisé. Mais le principe, c'est ça. Vous avez vu le principe. Donc c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant, surtout qu'il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui travaillent ou qui vont travailler avec de l'IoT. Donc ne pas oublier ce paradigme. Il y a aussi pas mal de systèmes qui sont multi-paradigmes. Typiquement, il y a des GBDR natifs qui ajoutent des moteurs de stockage dédiés au NoSQL. Donc, MariaDB, MySQL, ils font ça, Postgre, enfin quasi tous. Ils ont des plugins et des choses comme ça dédiés au NoSQL. On distingue alors aussi des systèmes NoSQL qui au départ supportaient un paradigme, puis il se dit on va en rajouter, voilà, typiquement. Et sinon, il y a des GBD qui ont été développés dès le début pour être, enfin NoSQL pour être dès le début multiparadigme. Ceux-là sont moins nombreux, sont plus rares. Et dans ceux-là, il y en a un particulier. Assez récent, ça date de 2015, donc j'aimerais passer un petit peu de temps dessus. C'est le Microsoft Azure Cosmos DB. Vous avez vu précédemment, à chaque fois je l'ai barré dans les calques où je parlais des 4 paradigmes et ce qu'il y avait sur le marché. Pourquoi? Parce que ce système est nativement multi-paradigme. Alors voici une illustration que j'ai piquée sur le site de Microsoft. Donc le Cosmos DB, donc dans votre base de données, les différents éléments sont stockés dans des containers. Et dans votre container, vous avez des procédures stockées, puisque vous remarquerez que dans tout ce dont on a parlé dans ce chapitre, on commence, je vais parler de triggers, de procédures stockées, de trucs comme ça. C'est propre au SGBDR.
Et ici, on arrive avec un outil complet, des procédures stockées, des fonctions utilisateurs, des triggers, enfin, il y a plein de choses. Et dans ce container, définit également si on va travailler avec un key value store, une table relationnelle, des graphes, etc. Et vous avez alors ici, au niveau des items, donc ça c'est les éléments, sont stockés soit sous forme de tuples, de nœuds, de relations nœuds ou de documents, etc. Vous avez tous les gros paradigmes NoSQL sont présents au niveau de votre SGBD. C'est vraiment particulier comme système et il était nativement conçu comme ça dès le début, dès le départ. Et ça, au sein d'une même base de données, vous avez tous ces paradigmes. J'ai repris ici un billet sur le blog de Frédéric Brouard, SQL Pro. C'est un consultant en SQL Server français qui donne également des cours d'SQL, qui écrit des bouquins sur l'SQL. C'est quelqu'un d'assez calé dans son domaine. Et enfin, je trouvais ça intéressant. Donc ça date de 2018, hein, donc on va en reparler après. Mais vous en rêviez, Cosmos DB l'a fait, une seule base de données permettant à la fois, dans un même espace de stockage, de combiner les différentes technologies NoSQL. Donc ça, voilà, il vient de décrire en une phrase le produit. Ensuite, le mec a fait un pari, donc c'était en août 2018. Le mec a fait un pari, c'est que dans 2 ans, CosmoDB sera au pire la seconde base en popularité dans chacune des 4 catégories. Et donc, le premier en Key Value Store, c'est Redis. Voilà. Alors, je viens d'aller voir où on en est, parce qu'on est presque, enfin, on est à pas 2 ans. Donc, lui, il avait dit août 2018, là, on était en mars 2020. En mars 2020, Redis est 3e. Pour MongoDB, les Common Document Store, bah, le système est passé 4e. Neo4j en graphe, là, pari tenu, le Cosmos DB est maintenant 2e. Et pour Cassandra, il est 3e. Bon, vu la progression des courbes, je doute qu'il soit 2e dans les 3 autres catégories. Par contre, il sera sûrement bientôt 3e ici en Document Store. Bon, on n'est pas très loin de la prédiction du gars. Donc en 2 et 3e place en 2 années. C'est un produit qui monte petit à petit. Mais il commence à se stabiliser par rapport aux autres. Le gars a aussi parié sur la disparition d'autres systèmes multiparadigmes. Alors ce qu'il y a, c'est que les autres systèmes multiparadigmes, donc nativement multiparadigmes, ceux-ci ne supportent pas les 4 paradigmes. Généralement, c'est 2 paradigmes que les systèmes supportent, mais rarement les 4. Et donc ça, c'est la force un peu de Cosmos DB, c'est qu'il propose les 4. Maintenant, je crois qu'il s'est un peu excité avec son ouais, dans les 2 ans, Cosmos DB, ce sera le best of the best. Parce que tout n'est pas rose, et on va en parler sur le prochain calque, enfin dans 2 calques. Donc ce calque-ci, c'est juste pour vous montrer que la croissance de popularité de CosmoDB, donc 2015, et ici en 2020, il a rattrapé quasi Neo4j. Mais on voit que bon, les produits sont assez stables au niveau popularité. À part MongoDB, alors là c'est assez plat, mais il faut pas oublier qu'on est sur du logarithmique. MongoDB, il prend de plus en plus de popularité. Vous voyez que c'est plus populaire qu'IBMDB2. Pourtant, je suis sûr que IBMDB2, il y a des professionnels qui travaillent avec ça, il doit en avoir un paquet. MongoDB, sûrement beaucoup d'étudiants qui travaillent avec ça, un peu moins de pros par rapport à DB2. Enfin, sinon, quels sont les avantages et inconvénients de CosmoDB? C'est ce qu'on va voir au slide suivant. Au niveau des gros avantages de CosmoDB, c'est qu'il est... Microsoft, ils ont été malins, ils ont remis nativement les mêmes API que les concurrents. Voilà, donc ils n'ont pas inventé le CosmoDBQL, vous avez carrément du CQL comme Cassandra, etc. Donc vous ne pouvez pas réapprendre un langage si vous étiez habitué aux autres systèmes. Ça tourne dans le cloud Azure d'Office, et il y a un système de rapatriement automatique des données vers le data center le plus proche pour vous fournir des latences plus faibles. Donc ça c'est une technologie Azure. En plus des API des concurrents, il y a évidemment le support du SQL, mais surtout, c'est un système réellement transactionnel. Donc
Donc ça, c'est plutôt robuste comme système, d'après tout ce que j'ai pu lire. Sinon, par contre, au niveau inconvénient, là, il y en a quelques-uns. Le premier, déjà, c'est un système payant. C'est dans le cloud Azure, et donc, il y a plusieurs types de contrats, comme c'est du cloud, vous en doutez. Mais ça, c'est un premier problème. Mais surtout, en fait, c'est que dans le cloud Azure, quoi. Donc, ça limite un petit peu les cas d'utilisation. Si votre boîte est anti-cloud, c'est mort. Et puis aussi la popularité, comme on a vu au calque précédent, je crois que c'est un peu borné par le fait que ce soit dans le cloud. Un Cassandra, vous pouvez l'utiliser chez vous. En Neo4j aussi, vous prenez 2-3 serveurs, vous essayez, voilà. Ici, c'est d'office dans le cloud. Donc c'est un frein. Pour moi, ça c'est un frein. Contrairement à du SQL Server qui est disponible. Et alors, un autre frein, en fait, qui est de nouveau lié au fait que ce soit dans le cloud, je pense, en tout cas en partie. Il y a encore peu d'évaluation scientifique à cette solution. Donc les retours d'expérience ne sont pas encore trop nombreux, on en parle beaucoup, mais ça reste souvent dans le secteur privé. Je ne vais pas dire comme Oracle, mais presque. Donc voilà. Mais un système peut-être d'avenir. Sinon, Microsoft utilise ce système-là, évidemment, pour ses propres produits. Office 365 tourne là-dessus. Tout ce qui est Xbox Live, ça tourne là-dessus. Teams, voilà, il y a plein de trucs Microsoft à grande échelle qui sont hébergés par un système Cosmos DB dans Azure. Voilà. Donc, eux avaient intérêt à ce que ça aille pas trop mal. Alors, voilà la stagiaire Natsuni, qu'est-ce qu'elle nous veut? Le SQL c'est mort, vive le NoSQL. Effectivement, c'est ce qu'on disait il y a 10 ans. Mais depuis peu, on dit le NoSQL c'est mort, vive le NewSQL. Ah, qu'est-ce que c'est? Eh bien le NewSQL, voilà, je ne vais pas rentrer dans 1 milliard de détails, c'est tout con. C'est un GBDR moderne, donc on part pas sur un moteur qui a 30 ans, comme les actuels. Et de plus, il est scalable, contrairement au SGBDR plus conventionnel. C'est l'idée. Donc le principe du NewSQL, c'est de fournir tous les outils oh là, oh nom de Dieu, ça c'est pas bien. C'est de fournir tous les outils des GBDR, tout en offrant la scalabilité du NoSQL. C'est ça le truc. Et donc la couche fonctionnelle, c'est vraiment du SGBDR, avec du SQL complet. Par contre, tout ce qui est stockage de données, accès aux données, là ils sont inspirés sur les technologies plus modernes de type NoSQL. Ce qu'il y a, c'est que ça se fait de manière transparente pour les utilisateurs. Ils ont l'impression de faire du SGBDR. Et donc vous avez tous les outils, enfin typiquement pour fournir ça, c'est du sharding automatique et pas manuel comme avec un GBDR. Les outils des GBDR classiques sont là, réplication partielle ou intégrale des données, l'acidité des transactions, voilà, tout est là. C'est ça. Par contre, du coup, comme ça fait bien d'avoir un outil du SQL, il y a plein de systèmes qui se disent « Ah bah nous on fait du NewSQL ». Je vous prends un exemple, MySQL Cluster, ils disent que c'est du NewSQL. Parce que le but étant de faire une batterie de serveurs et d'absorber la charge. Et multimaster, donc, vous pouvez interroger n'importe quel serveur, même en écriture, et ça va fonctionner. C'est l'idée. Ouais. Bon, on a dit scalable. MySQL Cluster, c'est scalable. Moi, j'appelle pas ça scalable parce que pour que ça marche, vous devez avoir une copie intégrale de la base de données dans chaque serveur. Voilà. Et du coup, si une machine n'est plus capable de stocker la base de données, s'il n'y a plus moyen de faire un PC avec suffisamment de disques pour stocker votre base de données, votre MySQL Cluster, vous ne savez plus l'utiliser. Donc ce n'est pas du NewSQL. Donc voilà. Donc il faut faire gaffe à ça. Il y en a plein qui se disent faire du NewSQL, ils n'en font pas. Donc pour moi, pour mériter le label NewSQL, 3 critères principaux, c'est il faut que l'acidité des transactions soit garantie, ça c'est obligatoire, il faut pouvoir faire de l'OLTP. Il faut la scalabilité, ça c'est mis au début de calque, mais ma petite anecdote avec
MySQL Cluster, que ce soit pour les perfs et le stockage, il faut la scalabilité pour les deux. Pas juste absorber une charge en lecture pour une base de données qui fait à peine 1 Tera. Donc, voilà. Et troisième chose, un support complet du SQL. Parce qu'il faut que tout fonctionne comme avant, mais avec la scalabilité en plus. Si vous avez ça, ok, c'est du NewSQL. Pour le moment, c'est fort au début, hein, tout ça. Enfin, malgré si on regarde les dates, on n'est pas tout au début, mais les outils sont encore. Voilà. SQL Server, ils disent qu'ils font du NewSQL, je suis pas encore totalement convaincu, mais voilà. Sinon, il n'y aurait pas CosmoDB, l'outil dont on vient de parler. Voilà, ceci clôture donc ce sous-chapitre sur les différentes approches, enfin différents petits paradigmes NoSQL. Plus qu'une vidéo sur ce chapitre.